Vietnamese. I am Vietnamese. Where are you come from? Where are you come from? What is your native country? What is your native country? I am Vietnamese. I am Vietnamese. Where are you come from? Where are you come from? I come from... Ils sont près de 2000, ces Vietnamiens qui ont fui leur pays. À bord de barques souvent rudimentaires, payant leur passage, risquant de périr noyés, ils ont navigué durant 3 ou 4 jours avant d'aborder sur une plage de Thaïlande. La Thaïlande, c'est leur salut. Le seul pays qui les accueille et où ils viennent grossir les camps de réfugiés qui s'y trouvent déjà. Ailleurs, à Singapour ou en Malaisie, les autorités locales se contentent de les ravitailler, puis les obligent à reprendre la mer, livrés à leur seule chance. Ici, dans ce camp de Lam Sing, 525 Vietnamiens ont trouvé un refuge précaire. Mais il y a en tout, en Thaïlande, plus de 75 000 réfugiés du sud-est asiatique. 65 000 viennent du Laos et une dizaine de milliers du Cambodge. Les Laotiens sont les plus nombreux parce qu'il leur est plus facile de s'enfuir. Ils n'ont pour cela que le Mekong à traverser. Au fur et à mesure que ces réfugiés partent en exil, d'autres arrivent, tous les jours, de telle sorte que ces camps en Thaïlande ne désemplissent pas. Ces 75 000 réfugiés du sud-est asiatique ont tous un point commun, ils fuient un régime politique dont ils ne veulent pas. Cependant, la situation n'est pas la même au Vietnam, au Laos ou au Cambodge. Et c'est au Cambodge, précisément, qu'elle est la plus insupportable. C'est au Cambodge qu'une poignée de théoriciens dogmatiques tentent depuis 2 ans l'expérience révolutionnaire la plus radicale, la plus cruelle et la plus folle de notre siècle. « 1975. Au Cambodge, la guerre dure depuis 5 ans. Depuis que le prince Norodom Sihanouk a été écarté du pouvoir par le maréchal Lon Nol, dont le régime, corrompu et incapable, est artificiellement soutenu par les dollars et les bombardiers américains. C'est une guerre cruelle qui ravage le pays. Mais, aidés par le Nord-Vietnam, ceux que le prince Sihanouk a appelés les Khmers rouges gagnent du terrain inexorablement. Très vite, ils occupent les 2 tiers du territoire. Seules les grandes villes leur échappent et demeurent sous contrôle républicain. Sihanouk est parti en exil à Pékin. Au Vietnam, les Américains ont fini par se retirer et au Cambodge, plus personne ne doute que les Khmers rouges vont emporter la victoire. Phnom Penh est assiégée. Sur le Mekong, les bateaux de ravitaillement ne parviennent plus à franchir le rideau de feu des Khmers rouges. Seul un pont aérien permet à la capitale de survivre. Depuis le mois de janvier, Phnom Penh subit un déluge d'acier. Phnom Penh, la capitale souriante qui comptait 500 000 habitants et qui, enflée du flot des réfugiés, en abrite maintenant près de 2 millions. Le 31 mars, le maréchal Lon Nol s'enfuit dans un lieu plus sûr, à Hawaï. Le 12 avril, c'est au tour de l'ambassadeur américain qui, son drapeau sous le bras, grimpe à la sauvette dans un hélicoptère. Quelques jours encore de peur, de douleur, de mort, et puis Phnom Penh, c'est fini. Le jeudi 17 avril 1975, à midi, les Phnom Penhois applaudissent d'étranges adolescents, garçons et filles, qui portent une écharpe, un costume noir, une kalachnikov en bandoulière et des sandales taillées dans des pneus de camion. Ce sont les Khmers rouges.
Un journaliste d'origine suisse employé au ministère de l'Information a vécu la chute de la capitale. Voici comment cela s'est passé. Les premières manifestations de pillage ont été faites dans la nuit du 17 au 18 avril 1975, où les Khmers rouges ont pratiquement vidé toutes les pharmacies. Ils ont enlevé tous les stocks de produits pharmaceutiques, tout ce qu'ils trouvaient dans Phnom Penh, y compris dans l'hôpital. Pour soigner leurs hommes? Probablement pour soigner leurs blessés. Les premières évacuations de la population ont commencé dans l'après-midi du 17, dans le quartier chinois. Pratiquement, les Cambodgiens n'étaient pas encore touchés. Par contre, on a prévenu dans certains quartiers, les Cambodgiens étaient prévenus de se préparer avec un petit ballot et 2 litres d'eau potable pour le lendemain. Le lendemain, le 18 avril, à 6 h du matin, j'ai entendu moi-même les instructions qui ont été données par le commandant du secteur nord à tous les chefs de groupe, comment ils doivent procéder pour évacuer Phnom Penh. On a parlé d'exécution aussi. Alors, les gens qui refusaient de sortir des maisons ont été exécutés. Ils étaient considérés comme traîtres. Si au bout de 10 minutes, ils n'étaient pas sortis de la maison, ils étaient considérés comme traîtres. Ils ont été exécutés. Et tout Phnom Penh a été évacué? Absolument complètement évacué. C'est-à-dire plus de 2 millions d'habitants, je crois. Près de 2 millions d'habitants, pas plus de 2 millions, près de 2 millions d'habitants. Y compris les réfugiés, tout. Y compris les hôpitaux? Les hôpitaux, les malades, tous traînaient sur la route. Même les lits, les malades qui ne pouvaient pas marcher, ils étaient sur des lits de roulettes, on poussait les lits de roulettes. Des estropiés, des invalides, tout. Et tous ces gens-là ont été lancés sur les routes? Tout sur les routes. Et un gros pourcentage est mort automatiquement sur la route parce qu'il manque de soins. Il y a des malades qui étaient dans le lit avec leur bouteille de plasma dans la main. Comment expliquer cette évacuation de Phnom Penh et des autres villes du Cambodge? Ils disaient il faut partir, il faut quitter la ville parce que les Américains vont venir bombarder la ville. Ils vont détruire toute la ville. Alors il faut partir. Ça, c'était l'explication des Khmers rouges? L'explication, la version des Khmers rouges. Mais en réalité? En réalité, les Khmers rouges vidaient la ville, d'abord pour ne pas prendre en charge une population, et puis il s'est avéré que c'était une expédition punitive. C'était une exode punitive, à la preuve qu'à l'heure actuelle, toute la population évacuée, non seulement de Phnom Penh, mais de Cambodge, de Kompongcham, de Battambang, sont toujours dans les rizières, travaillent dans les rizières, et il n'y a pas de répit pour eux. Depuis, un mur de silence s'est abattu sur le Cambodge. Tous les étrangers en ont été évacués et aucun journaliste occidental n'a pu y retourner. Cependant, peu à peu, on a appris ce qui s'y passait. Grâce à 2 sources d'information, l'écoute de Radio Phnom Penh et les témoignages des réfugiés. C'est une sorte de pari fou qui a été tenté par les nouveaux dirigeants du Cambodge, un pari suicidaire, à en croire ces réfugiés que l'on rencontre en Thaïlande. Les témoignages de ces réfugiés ne peuvent pas être mis en doute. Il ne s'agit pas de privilégiés de l'ancien régime qui chercheraient à dénigrer la révolution Khmer rouge. Ce sont pour la plupart de petites gens. Ce sont même parfois des paysans qui avaient vécu dans les zones des Khmer rouges et qui avaient soutenu leur combat. Et puis tous ces témoignages se recoupent. Paysans, fonctionnaires, militaires, étudiants, tous racontent la même histoire. Aranya Pratet, à quelques centaines de mètres de la frontière cambodgienne, est le premier et le plus grand des camps de réfugiés cambodgiens en Thaïlande. 4000 personnes y vivent au jour le jour sous la surveillance des autorités thaïs
prises en charge par le Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies et par d'autres institutions privées. Ceux qui ont le plus de chance finiront par trouver un pays d'exil où les transportera le Comité intergouvernemental des migrations européennes. Les autres végéteront dans ce camp plusieurs semaines, plusieurs mois, avec l'espoir, disons plutôt avec l'illusion, de pouvoir un jour retourner chez eux. Sur ce panneau, des avis de recherche, parce qu'au lendemain de la victoire des Khmers rouges, brassés et déportés, la population a été éparpillée dans les campagnes. Les familles ont été séparées et beaucoup de gens ont changé de nom pour échapper à la vindicte des vainqueurs. Je suis un ancien militaire, mais sous le régime de Sihanouk, j'étais officier de la police nationale. J'étais entré dans la police en 1965 et après le coup d'État de 1970, je me suis engagé dans l'armée républicaine. Et comment avez-vous fait pour pouvoir quitter le Cambodge? Est-ce que vous avez dû vous cacher votre identité? Bien après la victoire, les Khmers rouges nous ont emmenés, nous les soldats de l'ancien régime, dans des camions. Mais pendant le trajet, j'ai eu le pressentiment que ça allait mal finir pour moi. Alors j'ai décidé de m'enfuir. J'ai réussi à tromper leur surveillance et je suis parti retrouver ma famille. Mais en arrivant chez moi, il n'y avait plus personne, tout le monde était parti. Alors je me suis présenté chez les Khmers rouges de Battambang et je leur ai demandé du travail comme ouvrier. J'ai transporté des sacs de riz pendant 3 mois, puis j'ai réussi à retrouver ma femme et mes enfants. Mais je n'ai jamais avoué que j'étais un ancien militaire. Je disais que j'étais ouvrier et j'avais falsifié ma carte d'identité. Les Khmers rouges n'ont jamais su que j'étais un ancien militaire. Et alors tous les gens qui habitaient dans les villes, ils sont où maintenant? Ils sont partout dans le Cambodge pour travailler la terre. Tous. Pas d'école, pas de... rien du tout. Les enfants ne vont plus à l'école? Les enfants ne vont plus à l'école. Même les enfants de 5 ans, ils doivent travailler. Personne ne reste à la maison. Les femmes travaillent aussi? Les femmes, même les femmes enceintes, elles doivent travailler. Jusqu'à 7 mois, 7e mois. Et les vieillards? Aussi les vieillards. Ils donnent du travail pour les vieillards, le travail facile. Et, tandis que nous, on doit travailler très dur. Mais vous êtes surveillés, vous êtes obligés de travailler? Oui, nous sommes forcés de travailler, nous sommes surveillés par eux. Ils sont armés pour Ils vous sont surveiller? armés. Mais il faut distinguer 2 sortes de populations. Ce qu'on appelle le nouveau peuple, c'est-à-dire toute la population qui a été déportée, qui était du côté gouvernemental au mois d'avril 1975, qui, elle, est toujours considérée comme prisonnier de guerre et qui est soumise à des travaux très durs, manque de nourriture. Et le peuple ancien, c'est-à-dire le peuple libéré, entre guillemets, depuis de longues années, depuis 70-71, qui, lui, jouit d'un régime de faveur, un régime à peu près normal pour l'alimentation et les soins médicaux. Le rôle historique du nouveau peuple, de la population gouvernementale, des prisonniers de guerre, aura été de construire le pays, construire l'infrastructure économique du pays, et ensuite elle n'a qu'à disparaître. Son rôle historique sera terminé. On dit qu'ils ont tué beaucoup de gens. C'est vrai. Après leur victoire du 18 mars, ils ont tué beaucoup de gens, spécialement les militaires, ceux qui travaillent pour l'administration de l'ONU. Et maintenant, ils commencent leur barbarie sur les gens qui, par exemple, les militaires, les fantassins, et les petits fonctionnaires de l'ancienne administration et les gens cultivés. Les étudiants? Oui, les étudiants, les gens cultivés. Ils disent s'ils laissent tous ces gens-là vivre, ce serait un danger pour eux. Alors, pour les paysans, ils ne savent rien. Alors, pour eux, c'est bien pour les guider.
Mais vous, vous avez vu des gens être tués? Oui, j'en ai vu. Et la plupart d'entre eux, ils n'utilisent pas le fusil. Ils l'assomment à coups de bâton. Pourquoi? Parce qu'ils décident, ils fusillent, ils gaspillent la munition. Vaut mieux un coup de bâton, après, dans le trou. Dans les villages, si les Khmers rouges savent que telle ou telle autre personne faisait partie de l'ancien gouvernement, ils ne l'acceptent jamais parmi eux. Les riches non plus ne les acceptent pas. Ils ne prennent que les illettrés, les gens qui ne savent pas écrire, ceux qui ne sont jamais allés à l'école ou qui n'ont reçu qu'un enseignement religieux dans les pagodes, ceux qui ne savent lire que les écritures bouddhiques. Ils ne prennent que ces gens-là dans leur administration pour contrôler le reste de la population. Et les étudiants, les intellectuels? Il y a encore des intellectuels ou des étudiants qui n'ont jamais révélé leur identité. Si les Khmers rouges apprennent que ce sont d'anciens intellectuels, ils ne leur font rien, mais ils ne les laissent pas occuper un poste important ou devenir des responsables. De toute façon, ils méprisent ces gens-là. Et à la moindre faute, ils les éliminent tout de suite. Durant 5 ans, le Cambodge avait pleuré ses morts, la guerre avait fait 600 000 victimes. Mais la paix, drôle de paix, allait en faire davantage encore. On peut penser aujourd'hui, en effet, que les Khmers rouges ont massacré quelques 200 000 personnes et que la faim, la maladie et l'épuisement en ont tué 800 000 autres. Les plus récentes victimes des Khmers rouges, les voici. 32 femmes et enfants tués en territoire thaïlandais à la suite d'un trafic douteux le 26 janvier de cette année. Captée en Thaïlande, la radio de Phnom Penh est le seul lien qui subsiste avec l'extérieur, car la frontière, elle, est hermétiquement close. De l'autre côté de ce pont commence le nouveau pays que personne encore n'a visité, qui s'appelait Cambodge et qui a été rebaptisé Kampuchea démocratique. Tous les jours, à 3 reprises, Radio Phnom Penh diffuse un bulletin d'information que les observateurs écoutent régulièrement à Bangkok et qui leur permet d'évaluer l'évolution de la situation au Cambodge. Quelles sont les nouvelles qui reviennent le plus souvent? Ce sont des nouvelles d'ordre politique? Non, ce sont des nouvelles qui se rapportent presque toujours sur les exécutions à faire ou ce qui a été fait dans telle province, dans telle province, dans telle région, dans tel district, concernant l'agriculture, concernant les travaux d'irrigation, concernant la récolte. Oui. Et ça va par période. Maintenant, actuellement, on ne parle que des travaux d'irrigation.
élargissement des canaux, creusement de canaux, préparation des terrains pour la seconde culture. On ne parle que de ça. Et de temps en temps, une installation, développement des services sanitaires dans tel secteur, Et sur le plan politique, est-ce qu'il donne des informations également? Aucune information sur le plan politique. Alors, si vous voulez une information sur le plan politique, on pourrait la déceler uniquement lorsqu'il y a des délégations étrangères qui visitent le Cambodge. Alors, au cours de ces visites, il y a des réceptions, il y a des discours, et dans ces discours, il y a quelques allusions sur les événements politiques extérieurs, beaucoup plus extérieurs qu'intérieurs. À l'intérieur, tout va toujours bien. Est-ce qu'en écoutant la radio comme ça tous les jours, comme vous le faites, on arrive à se faire une idée assez juste des réalités du Cambodge aujourd'hui? On peut se faire une idée en ce qui concerne, par exemple, le développement de l'agriculture. C'est un fait qu'on ne peut pas nier. Ils ont mis tout le paquet sur les travaux pour le développement, pour la production du riz. D'après vos informations, d'après les témoignages que vous avez pu recueillir, quelles sont les grandes caractéristiques de cette révolution? Quelles sont les choses qui reviennent constamment? La révolution se base sur 3 slogans: compter sur ses propres forces, être maître de son destin et réaliser l'indépendance-souveraineté. C'est là le mot magique, indépendance-souveraineté. Alors pour réaliser cette indépendance-souveraineté, il faut développer toutes les richesses nationales, les richesses spécialement de l'agriculture, et pour cette raison, mettre toute la population au service de la production agricole. Vous travaillez de quelle heure à quelle heure? De 3 heures du matin, c'est-à-dire avant le chant des camps jusqu'à 11 heures. Et après 2 cuillères de potasse, il faut descendre pour travailler de 13 heures à 17h30. Et après le repas du soir, il faut travailler 2 ou 3 jours encore. 2 ou 3 jours non, pas encore. 2 ou 3 jours encore. C'est-à-dire jusqu'à 22 heures. Qu'est-ce qu'ils vous donnent à manger, les Khmers rouges? Les Khmers rouges nous donnent à manger des potasses, 2 cuillères de potasse par repas. C'est quoi ce potage? Ce potage est mélangé avec les liserons d'eau ou des arbres. Des herbes? Quelques arbres que nous pouvons manger. Vous aviez de la viande aussi? Non, il n'y a pas de viande. Jamais? Jamais. En 1 an et demi, vous n'avez jamais mangé de viande? Jamais. Ils ne donnent à manger que des poissons, des petits poissons. Et les Khmers rouges, qu'est-ce qu'ils mangeaient? Ils peuvent manger tout. 3 ou 4 repas par jour. Mais alors le riz qui est récolté, qu'est-ce qu'ils en font? À mon avis, ils sont obligés de payer de céder une grande partie au Vietnam parce qu'ils ont une dette de guerre pour toutes les aides qu'ils ont reçues durant la guerre. Ils doivent donc contribuer pour alimenter le Vietnam en riz. Et d'autre part, ils ont annoncé que l'année dernière, ils ont pu exporter 150 000 tonnes, ce qui est relativement peu. Mais si les gens sont mal nourris, si les gens travaillent beaucoup, il doit y avoir beaucoup de malades. Oui, certainement. Dans tous les hôpitaux, ils disent les hôpitaux, mais ce n'est pas vraiment des hôpitaux. Il y a beaucoup, ils sont débordés. Ils ont le paludisme, la dysenterie et toutes sortes de maladies de la peau. Il y a beaucoup de gens qui meurent d'épuisement? Oui, il y a beaucoup de gens qui meurent d'épuisement parce qu'ils sont très mal nourris et travaillent très dur. Et est-ce que les familles vivent ensemble dans les maisons? Non, ils sont divisés. Tous, les enfants aux côtés des enfants, les femmes aux côtés des femmes, les hommes aux côtés des hommes. Mais les gens qui sont mariés, ils vivent ensemble quand même? Non. Ils donnent une autorisation de se voir une fois par mois. Une fois seulement? Oui, une fois par mois. Et les enfants sont séparés de leurs parents? Oui, ils sont séparés de leurs parents.
On dit d'ailleurs à la radio, souvent il y a des commentaires disant que les enfants sont purs, c'est pour ça qu'il faut les respecter, il faut les honorer, car ils n'ont pas leur cerveau vicié comme l'ont leurs parents qui ont vécu dans un régime corrupteur. Mais c'est le système d'enseignement. L'enfant, à sa naissance, au bout de quelques jours, est remis aux vieilles femmes du village qui s'en occupent, et comme dit la radio, qui l'éduquent son esprit révolutionnaire en lui racontant des histoires héroïques. À partir de 6 ans, il va, de 6 à 12 ans ou 14 ans selon les endroits, il va à l'école par groupe de 10, avec un président, un vice-président et un membre choisis à l'intérieur du groupe par l'organisation. Et ils vont à l'école, soit à l'intérieur du village, soit à l'extérieur. Et de ce fait-là, ils sont séparés des parents. Et ils travaillent aussi, les enfants? Oui, l'éducation est surtout à base de travail. Généralement, il y a 1 heure d'études de lettres. Il faut suffisamment savoir lire et écrire, et c'est tout. Et l'éducation consiste surtout à l'apprentissage du travail manuel, de danse révolutionnaire et de chant révolutionnaire. Nous avons perdu toute notre vieille tradition. C'est vraiment, ça a changé. Vraiment, pour nous, c'est le cataclysme. Ça a vraiment changé. La religion, par exemple, est-ce qu'elle existe toujours? Il n'y a plus de bons, il n'y a plus de pagodes. Les pagodes se servent de magasins de riz, quelquefois magasins de poissons secs, fromage du riz. Et les bonzes, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Les bonzes et les forces de quitter la voile. Leur habit? Leur habit, oui. Et les bonzes doivent travailler comme tout le monde? Comme tout le monde. Et les commerçants? Il n'y a plus de commerçants, il n'y a plus de monnaie. Ils ont supprimé l'argent aussi? Ils ont supprimé depuis leur victoire. Comment expliquez-vous que les dirigeants Khmer Rouge puissent appliquer leur logique révolutionnaire d'une façon aussi implacable et presque jusqu'à l'absurde, finalement? C'est assez logique. Connaissant le caractère khmer, c'est une révolution à la Khmer. Et les Cambodgiens sont des gens très doux et paisibles extérieurement, très affables, mais dès que leur morale consiste à se mettre en équilibre, en harmonie avec le cosmos, avec l'univers et en harmonie avec la société. Mais dès que l'équilibre est rompu, ils n'ont plus aucun point de repère et ils vont tout droit. Vous voyez, souvent on compare les Cambodgiens au buffle. Pour un Cambodgien, ce n'est pas un péjoratif. Le buffle est l'animal très doux, très gentil. Les enfants dorment sur le dos du buffle. Mais dès qu'une mouche le pique, il fonce tout droit et il est capable de tuer tout ce qu'il rencontre sur ce passage. Le Cambodgien, c'est un peu comme cela. Doux et paisible, mais dès qu'une mouche le pique, il fonce tout droit au risque de se perdre. D'abord adversaire des Khmers rouges lorsqu'il était au pouvoir, le prince Sihanouk a ensuite rallié leur cause. Exilé à Pékin durant la guerre, il entreprit en 1973 un voyage dans les zones dites libérées du Cambodge. Curieux voyage au cours duquel celui que l'on faisait mine de croire toujours chef de l'État ne vit que ce que l'on voulut bien lui laisser voir. Unim, l'actuel ministre de l'Information, l'accueillit pourtant avec chaleur. Et plus encore l'énigmatique Khieu Samphan, aujourd'hui numéro 1 du Nouveau-Cambodge. Aujourd'hui, les hommes forts du Kampuchea démocratique s'appellent Khieu Samphan, président du Présidium, Salotsar, Premier ministre, Ieng Sary, ministre des Affaires étrangères, et Son Sen, ministre de la Défense. Khieu Samphan, ancien étudiant à la Sorbonne, représenterait une tendance modérée pro-chinoise. Ieng Sary, lui, ancien sorbonnard également, est un pur stalinien que l'on dit pro-vietnamien. Ce sont ces intellectuels qui ont conçu et dirigé la révolution Khmer Rouge. Mais ceux qui l'ont appliquée, ce sont ces garçons et ces filles, fils de paysans, pauvres et incultes, et qui sont aujourd'hui les maîtres du pays. Quant à Sihanouk, qui a refusé l'humiliation de l'exil, il travaillerait dans les rizières comme tout le monde.
Certains dirigeants, par exemple, comme Khieu Samphan, le président du présidium actuel, était vraiment impur. Quand il était ministre du Commerce, il faisait l'admiration d'un certain nombre de gens. Quand il était directeur d'un journal, l'Observateur, qui était très lu dans le milieu étudiant pour ses idées, pour son honnêteté, honnêteté personnelle, honnêteté intellectuelle également. Il vivait, étant ministre, comme un pauvre, avec une vieille Volkswagen que lui avait prêté l'État. Jamais il n'acceptait un pot de vin. Et c'était une certaine source d'espérance. Ieng Sary également. Ieng Sary était... J'ai plusieurs témoignages qui le présentent comme un professeur très affable, qui donnait des cours aux plus pauvres, qui expliquait très bien, qui disait entre élèves et professeurs, nous sommes égaux. Il n'y a pas de classe sociale. Et il représentait un certain idéal. C'est pour cela que les Khmers rouges avaient une certaine aura qui les entourait, malgré les massacres que l'on connaissait bien avant la prise de Phnom Penh. Ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que les dirigeants actuels du Cambodge sont tous sortent presque tous du milieu enseignant. Vous n'avez aucun travailleur, et c'est ça qui est inquiétant. Ce sont des gens qui ont fait leur révolution, qui ont établi leur projet de révolution dans l'abstrait, sans se rendre compte forcément des aboutissements, des répercussions pratiques de leur révolution, et ensuite qui l'appliquent avec l'efficacité que donne la praxis marxiste du pouvoir. Et c'est ça qui est terrible. Ce sont eux, ces adolescents, qui font régner l'ordre et la terreur au Cambodge. On ignore leur nombre exact, mais certains pensent qu'ils seraient une centaine de milliers répartis dans les milices villageoises. Formés durant la guerre, ils n'ont jamais fréquenté aucune école et ne connaissent que le pouvoir de leurs fusils. Pourtant, certains d'entre eux, écœurés par ce qu'ils ont vu ou déçus par les promesses qui n'ont pas été tenues, ont choisi de déserter. Ainsi ce Khmer rouge que nous avons interviewé. Au début, les Khmers rouges m'ont engagé de force chez eux. Ils m'ont expliqué que nous devions combattre pour libérer le pays et pour une société sans classe. Ils disaient qu'après la victoire, nous vivrions tous heureux. Et pourquoi il a décidé de déserter et de s'enfuir? J'ai déserté le camp des Khmers rouges parce qu'ils ont commis trop de massacres. Ils faisaient trop souffrir le peuple. Ils laissaient des milliers de gens mourir de faim. Je suis parti aussi parce qu'il n'y avait plus de liberté comme dans l'Ancien Régime. C'est pour cela que j'ai préféré choisir la fuite. Il était Khmer rouge pendant 3 ans. Oui. Alors qu'est-ce qu'il croyait qu'il allait se passer après la victoire? Il s'attendait à autre chose? J'avais combattu avec eux parce qu'ils m'avaient dit qu'après la victoire, le pays serait libéré, que ce serait la joie et la richesse au Cambodge. Mais après leur victoire, ils n'ont pas tenu leurs promesses. En constatant qu'il n'y avait dans le pays que souffrance et désolation, j'ai décidé de quitter leur rang et de m'enfuir. Un embryon de résistance armée au régime de Phnom Penh s'est formé en Thaïlande parmi les réfugiés après la victoire des Khmers rouges. Mais ce ne sont que quelques dizaines d'hommes privés de tout soutien politique et matériel. Aujourd'hui, ces résistants se retrouvent dans les camps contrôlés par les autorités thaïs qui, au mieux, les utilisent pour surveiller la frontière. Ils paraissent conserver l'espoir de reconquérir un jour leur pays, mais comment y croire alors qu'ils ont été incapables de le défendre lorsqu'ils étaient soutenus et armés par les Américains? Et il y a eu des tentatives de révolte Oui, il y a eu des tentatives de révolte, mais ils sont supprimés. La répression, c'est très, très dur. Par exemple, je donne un exemple. Par exemple, moi, je suis un meneur. Il ne tue seulement pas moi, il tue toute ma famille, même le bébé. Alors, les gens, ils ont très peur de cela.
J'en ai vu de mes yeux. Mais si le peuple souffre à ce point dans son ensemble, est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité de le voir se soulever, se révolter? Je ne pense pas. Le peuple khmer est un peuple qui respecte l'ordre, respecte l'autorité, et il est arrivé à un tel point de faiblesse qu'il n'a pas la force de se révolter. Il a suffisamment de force pour travailler, et encore, mais pas celle de se révolter. Et puis, toute la population cambodgienne a été complètement brassée. Tout homme est un espion pour son voisin. Je vous ai dit que tous les gens étaient groupés en groupes de 10, et ils s'espionnent par 3. L'un est chargé d'espionner les 2 autres, de révéler les fautes que les 2 autres ont fait contre la nation. Donc dans ce contexte, personne ne peut se révolter. Et je pense qu'une manière de se révolter du peuple khmer sera de se laisser mourir. Ça serait très khmer. Voyant qu'ils ne peuvent plus rien faire dans leur système de... enfin, toute la philosophie bouddhique qui est à la base, ils ne se révolteront pas. La révolte est inutile, ils se laisseront mourir de faim ou de maladie. Ils perdront le goût de vivre. Pour échapper à une mort trop probable, ils ont choisi la fuite au prix d'une marche longue et périlleuse à travers la forêt cambodgienne. Puis, après des mois d'attente dans un camp, les voici prêts à partir. Heureux parce que ce moment est comme une libération, mais angoissés aussi par la perspective de ce voyage vers l'inconnu. Ils savent que la vie à Paris ou New York ne leur sera pas facile. Ils savent que le pays qui va les recueillir ne sera jamais vraiment le leur, qu'il restera pour eux un pays d'exil. Enfin, ils savent aussi que jamais plus, selon toute probabilité, ils ne reverront la terre d'Asie.